Monsieur Plancard-Dassac, bonjour Manuel. Bonjour Eh Diane, bonjour bien, docteur. bonjour à vous Diane, merci à vous Manuel. Ben voilà, on élargit le cercle en Skype. On devient très fort, hein, techniquement, on devient très très fort. On s'améliore, effectivement. Ouais. Alors, continuons cet entretien, enfin, ou reprenons cet entretien, mais sur toujours le thème du coronavirus. Compte tenu des informations dont nous disposons actuellement, quelle est votre analyse globale de la situation? Bon, effectivement, je crois qu'il faut voir la chose de façon globale. Parce que, en fait, quel est le problème? Le problème est que les pays qui s'en sont le mieux tirés, ce sont les pays qui, dès le début, ont fermé leurs frontières, qui, dès le début, ont fait le dépistage, parce qu'ils avaient ce qu'il fallait pour dépister, qui, dès le début, ont donné des masques à la population, qui, dès le début, les ont traités. Que s'est-il passé en France? Le contraire de tout ça. Alors, là se pose une question. Je l'ai déjà posé d'ailleurs lors de l'entretien précédent, est-ce par incompétence ou est-ce par volonté de laisser diffuser l'infection de façon à dire aux populations, vous voyez, c'est la catastrophe, il faut vous confiner et on vous boucle. Alors, quel serait l'intérêt pour le pouvoir? C'est évident. Tout simplement, il n'y a plus de possibilité de manifestation maintenant. Donc Macron et sa clique ont la paix. Et c'est pour ça qu'on nous habitue petit à petit qu'à partir du 11 mai, puisque ça devait être la date de déconfinement, on commence à nous dire oui, mais peut-être que ce ne sera pas encore terminé, qu'il faudra prolonger, etc. Donc voilà la situation. Pour moi, je pense que tout ça est voulu. Ça correspond à un plan, à un double plan. La toile de fond, c'est le nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer. Et le plan local, c'est que la clique à Macron et la paix, qu'il n'y ait plus les manifestations qui commençaient à devenir très gênantes. Je voudrais rappeler une chose que j'ai rappelée, je pense, lorsque c'était au mois de mars, lors du premier entretien sur le coronavirus. Je rappelais que le 14 mars, c'était le jour de ma dernière conférence à Paris. C'était juste avant le confinement qui a eu lieu le lendemain. Il devait y avoir une manifestation monstre pour réclamer le départ d'Emmanuel Macron. Alors, vous mettez tout ça ensemble, et si vous n'avez pas compris, enfin, je ne parle pas pour vous, Diane et Emmanuel, je parle aux gens qui découvriraient ce genre d'entretien. Si vous n'avez pas compris, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Donc, on va continuer à creuser le sujet. Surtout, docteur, pour rebondir sur les manifestations monstres, récemment, Monsieur Macron a fait un appel d'offres pour un achat de gaz lacrymogène pour 3 millions d'euros. Alors que les hôpitaux... Et les drones pour surveiller les Français. Puis je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec les drones. Est-ce que ce sont des drones qui peuvent photographier sans doute, qui peuvent peut-être mitrailler? On ne sait jamais, on ne sait pas. Et donc, on a des informations comme ça, mais qui ne sont pas détaillées. Donc, on ne sait pas à quoi ça va servir. Bon, évidemment, les gaz lacrymogènes et tous ces trucs-là, c'est en prévision justement des manifestations. Donc, ça rejoint la mise en garde que je faisais à l'instant. Donc pour vous, le pouvoir va prendre de plus en plus peur, vu ce qu'ils achètent tout. Oui. Et alors, je ne sais pas si vous voyez apparaître sur les réseaux sociaux le nombre de témoignages, de témoignages qui viennent pour beaucoup du monde médical, des médecins, des hommes et femmes médecins, des infirmières, mais d'une dureté envers le pouvoir, et notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il y a notamment une vidéo, malheureusement, je n'arrive pas à avoir le lien, sinon évidemment on le mettrait comme pièce jointe à cet entretien. C'est un entretien avec une femme médecin qui déballe tout.
et elle disait, voilà, on nous a pas donné ce qu'on nous avait promis, ce qu'on devait nous donner, c'est épouvantable, on voit les gens mourir, on peut rien faire pour eux. Et alors, d'une virulence vis-à-vis de Macron, le traitant d'assassin et souhaitant qu'il soit jugé et pendu. Donc vous vous rendez compte, ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a encore quelques semaines. Si bien que la colère est en train de monter dans la population française, et notamment cette population française qui est au contact de la maladie, puisqu'elle est censée soigner. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je serai à la place de Macron, je commencerai à faire mes valises. Oui, donc ça a raison qu'ils craignent le déconfinement. Évidemment, c'est pour ça qu'ils craignent le déconfinement. Ils vont traîner des pieds et traîner des pieds. Ils vont nous gonfler encore les chiffres des morts. Alors là aussi, je voudrais qu'on en parle un petit peu, les chiffres. J'ai vu encore tout dernièrement à plusieurs reprises des études qui faisaient un petit rappel comme ça en passant que le nombre de morts qu'on attribue au coronavirus, ce sont le nombre de morts qu'on avait aussi avec la grippe saisonnière. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est du bourrage de crâne. Surtout, ce qu'on oublie, pardon, excuse-moi Manuel, on oublie de nous dire que le nombre de morts est moins important dans les pays où il n'y a pas eu de confinement. Bravo de revenir là-dessus, justement. C'était exactement une chose que j'ai vue tout dernièrement. Il y a une étude très sérieuse là-dessus qui démontre, chiffre à l'appui, que les pays les moins touchés, avec le moins de problèmes secondaires, sont les pays qui n'ont pas confiné. Alors, ça doit vous dire quelque chose, ça. Mais Olivier Véran nous avait prévenu, je me souviens qu'au tout début, il avait dit que le confinement fait plus de morts. Sur la fin de l'épidémie, en fait, hélas, il a l'air assez résistant à la chaleur et au beau jour, ce virus, de ce qu'on en sait. Mauvaise nouvelle. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Il l'avait le problème de ce gouvernement, c'est pour ça que j'hésite toujours, enfin j'hésite de moins en moins, entre incapacité, incompétence, etc., et volonté de laisser se diffuser l'infection, ils se sont contredits à de multiples reprises. Donc, qu'est-ce qu'on peut porter comme confiance à un gouvernement et à un chef d'État qui sont aussi légers, à moins qu'ils ne soient tordus? Mais juste pour en revenir à Emmanuel Macron, apparemment, c'est le Canard enchaîné qui a relayé la nouvelle. Apparemment, il est ulcéré par les plaintes déposées à la Cour de justice contre Philippe et l'autre ministre pour mise en danger de la vie d'autrui, homicide, blessure. Notamment. Contre Agnès Buzyn. Contre Agnès, oui, Édouard Philippe ou l'autre ministre, pardon. D'ailleurs, sur le Canard enchaîné, il était très énervé parce qu'il y a des élus, des républicains, comme Éric Ciotti, par exemple, Damien Abad ou Bruno Retailleau, qui jugent la démarche légitime. Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant, je vois que Bruno Retailleau apparaît de plus en plus, et je pense que s'il devait y avoir un candidat républicain pour les prochaines présidentielles, il pourrait faire l'affaire. C'est un homme qui a l'air d'être posé. Bon, il a un profil intéressant pour nous. On verra la suite. Alors, que pensez-vous de l'hommage d'Emmanuel Macron à Agnès Buzyn? N'est-ce pas choquant? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, c'est tout de même incroyable cette histoire-là. On en a déjà parlé. Cette femme qui vient nous dire, oh mais il n'y a pas, c'était au mois de janvier, il n'y a pas de problème, l'infection c'est loin, c'est en Chine, ça ne viendra pas ici. De toute façon, on a tout ce qu'il faut. Et puis le même mois qui dit avoir averti Emmanuel Macron et Édouard Philippe de la pandémie qui allait arriver, que ça allait être une catastrophe. Et qu'est-ce que c'est que cette femme? En tout cas, c'est une menteuse. Et elle ne se rend pas compte qu'elle se
Elle se trahit elle-même. On ne peut pas dire à peu de jours de distance des choses aussi différentes. Rassurer les Français d'un côté, dans le même temps où on prévient le chef de l'État et le Premier ministre. Il y a un problème là. Non, non, cette femme, il faudra la juger. Ce qui sera assez simple, je pense, parce que vu qu'elle n'a plus d'immunité parlementaire, elle n'est plus ministre, donc c'est une question de volonté. Oui, tout à fait. Alors, question suivante, docteur. Emmanuel Macron a choisi la date du 11 mai pour le déconfinement. Alors, selon vous, pour vous, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il n'y a pas là comme un message messianique? Je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, j'ai noté ça parce que ça vaut la peine effectivement de donner les références. Alors, le problème le plus amusant, c'est que c'est une publication qui s'appelle Le Monde Juif qui a révélé ce que voulait dire ce 11 juin. 11 mai. 11 mai. 11 mai. Qui a révélé, donc, c'était une raison messianique et qui félicitait Macron qu'il ait fait coïncider la levée du confinement du 11 mai avec la fête juive de Lag Baomer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête de Lag Baomer? Eh bien, c'est une fête qui commémore pour les Juifs la fin de l'épidémie qui décima les disciples du rabbin Akiva. Je ne sais plus à quelle époque c'est. Donc voilà les références de Macron. Et comme je l'ai écrit d'ailleurs dans mon éditorial du dernier numéro de La Politique, qui a fini par sortir, puisque notre imprimeur a fini par ouvrir, je disais, c'est la signature juive d'Emmanuel Macron. C'est ce qui démontre, une fois de plus, ses origines. Ses origines se révèlent aussi dans son double langage, puisque Macron a reconnu dans un entretien au Figaro la valeur scientifique des travaux du professeur Raoul, mais il n'a toujours pas autorisé la vente de chloroquine sur ordonnance dans les pharmacies. Non, c'est double visage constant. C'est double visage constant. Alors j'ai entendu une chose, mais je n'ai pas confirmation de ça, c'est qu'il serait allé voir le professeur Raoult parce qu'une fille, je ne savais pas qu'elle avait une fille, de Brigitte Macron était tombée malade du coronavirus. Alors je livre ça sans garantie, à vérifier, ça pourrait être une explication. Je sais pas. En tout cas, il y a aussi une chose très curieuse, c'est qu'il paraît que Emmanuel Buzyn aurait soigné quelqu'un de son entourage avec un nom bien communautaire, je ne l'ai pas sous les yeux, Blumenthal ou un truc dans ce goût-là, avec le traitement du docteur Raoult. Mais apparemment, c'est elle qui a fait mettre par un décret du mois de janvier l'hydrochloroquine dans la liste des médicaments poison. Oui, alors vous vous rendez compte de ces gens-là. Le traitement est bon pour eux, mais pas pour nous. Voilà, mais c'est l'histoire. Rappelez-vous ce que j'avais dit au moment où elle a institué les vaccins pour les nourrissons. J'avais appris à l'époque par un correspondant et abonné que j'ai en Israël que ce n'était pas obligatoire en Israël. Et j'avais dit pourquoi ce qui n'est pas obligatoire en Israël serait obligatoire en France, pourquoi ce qui serait bon en France ne serait pas bon pour Israël? Telle est la question. Donc vous vous rendez compte, cette femme, Agnès Buzyn, je vous laisse conclure, je vais éviter de dire de gros mots. Oui, non, mais ils veulent nous empoisonner. Ils veulent nous empoisonner alors de façon plus ou moins directe. Déjà, ils empoisonnent les vieillards dans les maisons de retraite, soi-disant parce qu'il n'y a pas assez de lits de réa. À cause de qui? En disant que pour abréger leur souffrance, puisqu'on ne peut pas les soigner, eh bien, on leur administre une petite picouse de Rivotril. C'est de l'euthanasie. Voilà. Pour rebondir rapidement sur la chloroquine, docteur, il y a une étude américaine qui affirme que, je cite, la chloroquine ne montre aucun signe d'efficacité contre le Covid-19.
Les chercheurs ont même constaté, selon ce qu'ils disent, plus de décès parmi les patients recevant ce traitement par rapport à ceux qui ont reçu des soins standards. C'est ce qu'ils disent. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Non, mais je connais. Je connais, j'ai vu ça. Ça fait effectivement le tour de la toile, si j'ose dire. Alors, d'ailleurs, le professeur Raoult y a répondu, et il a répondu de façon très simple. On dit, c'est pas étonnant, c'est ce dont, c'est lui qui parle, disant, c'est pas étonnant, c'est ce dont j'avais averti, c'est que si on donne la chloroquine à la phase tardive, ça ne sert strictement à rien. Or, justement, ce qu'il y a de tordu aussi en France, c'est que les quelques essais qui ont été faits dans les hôpitaux français ont été faits sur des gens en phase terminale. Et après, on vient nous dire, ah mais vous voyez, ça n'a pas d'effet. Or, tout ce qu'a fait le professeur Raoult dès le début, il a fait justement ce qui a été fait en Corée du Sud, à Singapour, à Hong Kong, qui ont été les pays qui sont le mieux défendus. Il a fait le dépistage systématique parmi la population marseillaise qui voulait bien venir se prêter au dépistage. Ceux qui étaient atteints ont été soignés donc très précocement et ils n'ont pas développé la maladie. Et voilà. C'est aussi simple que cela. Alors, on critique les travaux du professeur Raoult parce que, soi-disant, ce ne serait pas scientifique. Est-ce que vous trouvez que c'est scientifique d'administrer un médicament à des gens en phase terminale? Pas du tout. Voilà. Et voilà tout l'aspect tordu de la communication de nos grands communicants de l'information. Alors, selon le journal soi-disant catholique La Croix, le pape François aurait appuyé plusieurs initiatives d'Emmanuel Macron lors d'un échange téléphonique. Quelle est votre analyse? Ça ne me surprend pas du tout. Ce sont deux compères mondialistes qui s'épaulent l'un l'autre. C'est aussi simple que cela. Et peut-on être mondialiste et catholique? Alors, il y a une question, très bonne question. Très bonne question. Oh, c'est piégeux. Non, pas du tout. Non. Donc on ne peut pas. Il y a, donc on ne peut pas. En fait, dans cette optique mondialiste de certains catholiques progressistes, modernistes, c'est qu'ils prennent prétexte que l'Église est universelle, donc universelle mondialiste. C'est primaire. Quand on dit que l'Église est universelle, c'est-à-dire que son message s'adresse à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans un système politico-économique mondialiste. C'est totalement différent. C'est un ordre totalement différent. L'un est spirituel, l'autre est politico-économique. Donc voilà pour répondre à votre question. Encore une chose tordue, qui trompe les gens qui n'ont pas de formation, qui ne réfléchissent pas. Je crois que c'était d'ailleurs à propos du revenu universel ou quelque chose dans ce goût-là, l'initiative qui était en accord, que l'un soutenait l'autre, dont le pape soutenait l'initiative de Macron. Le revenu universel, c'est une tarte à la crème, ça ne non, évidemment. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors évidemment, il rêverait d'avoir des citoyens bien sages, tenus en laisse par leurs petits subsides qu'on leur verserait misérablement tous les mois. Comme ça, tu fermes ta gueule. Et c'est pas possible. Économiquement, c'est pas possible. Il y a un mélange de crapulerie dans ce genre de projet. Et d'irréalisme, mais absolument incroyable. Et d'idéalisme. Non, je dirais pas idéalisme. L'idéalisme, c'est un beau mot, beaucoup trop beau pour ça. Non, je dirais je trouve pas le mot. Bon, c'est un idéalisme perverti, si vous voulez. Oui, d'irréalisme, disons. Oui, c'est ça. Oui, excuse-moi, Manuel. Non, t'inquiète, c'est pas grave, Diane. Prochaine question, docteur. Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont tenu une visioconférence avec 6 responsables des religions en France, ainsi que les responsables des grandes obédiences maçonniques, pour discuter de la reprise des cultes après le déconfinement. Emmanuel Macron s'est entretenu juste avant avec le pape François pendant 1 heure. Que dire de cette
consultation, on va dire. Bon, je pense que c'est de la poudre aux yeux, c'est pour dire, vous voyez, on se préoccupe des religions, on n'est pas hostile aux religions, mais enfin, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tout ce que je constate, et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'évêques en France et en Italie, notamment, qui s'étonnent tout de même et qui s'indignent qu'on traite de façon différente la célébration des messes par rapport à toute la latitude qu'on laisse dans les supermarchés ou même dans les magasins qui vendent de l'alcool. Il y a un petit problème. Pourquoi ce qui est permis dans un cas, là, il n'est pas dans l'autre? Donc tout ça, c'est du faire semblant. Macron fait toujours la même chose, c'est du faire semblant. Alors, où on n'est pas. Mais avoir convoqué en plus des responsables religieux, les responsables des principales obédiences maçonniques, je ne vois pas qu'est-ce que ces gens-là viennent faire là-dedans. Parce que Mais c'est une religion, mon cher. C'est la religion actuelle. C'est la religion actuelle, oui. C'est la religion universelle. C'est l'aveu. C'est l'aveu. Et rappelez-vous, c'est mon père qui avait remis à l'honneur cette chose qui avait été passablement oubliée, le noachisme. Le noachisme, oui. C'est quoi? C'est une arnaque. C'est la volonté d'essayer de trouver un lien commun à toutes les religions pour en faire une religion universelle. Le problème, c'est que c'est centré sur le judaïsme. Et votre père vient détailler... Pourquoi est-ce que l'Église catholique s'est judaïsée? Pourquoi y a-t-il eu le décret Nostra Aetate qui, justement, à partir de là, a judaïsé l'Église? Hein? Maintenant, c'est nos ancêtres, notre ancêtre le judaïsme, etc., etc. Donc, on oublie le Christ, on oublie le Nouveau Testament. Ça n'existe plus, du point de vue de l'Église actuelle. Parce que ce qui m'a été reproché, par exemple, c'est une personne qui dit que l'ancienne alliance n'est pas caduque parce que Dieu avait fait des promesses à Moïse et à Noé. Donc, dire que l'ancienne alliance est caduque, ça veut dire que Dieu ne tient pas ses promesses. Non, parce qu'il y a un élément qui est intervenu, c'est le peuple juif qui n'a pas accepté les promesses du Christ. Donc, à partir de là, bien évidemment, le contrat est rompu. D'où la raison qu'il y a un Nouveau Testament, et je rappelle très souvent, vous savez tous les deux, les consécrations du prêtre lors de la messe, quand il parle de l'alliance nouvelle et éternelle. Nouvelle et éternelle. Ce qui abolit l'ancienne. Et alors, pour corroborer vos propos sur cet amalgame et des religions entre elles, nous avons des évêques qui semblent œuvrer dans ce sens-là. Il y a l'évêque de Reims, notamment Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui a encouragé, approuvé le fait que le déconfinement corresponde à la fin du Ramadan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je crois qu'il n'est pas très au courant. Oui, non, mais pour lui, si ça peut aider nos frères musulmans, parce que les musulmans souhaitent que la fin du déconfinement se fasse le 25 mai, donc le jour de la fin du Ramadan. Bon, ça n'a pas l'air de lui poser de problème. Mais écoutez, bon, parler de l'évêque de Reims, est-ce que ces gens sont encore religieux? Et il n'est pas seulement évêque de Reims, il est aussi le président de la conférence des évêques. Tout à fait. Donc c'est quand même le numéro 1 des évêques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bref, il ne faut pas s'étonner que l'épiscopat français soit dans l'état dans lequel il est. C'est évident, avec des chefs pareils. Non, tout ça, c'est pas sérieux. Ce sont des traites. Je regrette beaucoup. Et, je serais beaucoup plus admiratif s'ils défroquaient. Oui. C'est logique. Mais ce serait plus honnête, surtout. C'est plus honnête. Lors de son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté d'engager un tournant politique après la crise du Covid-19 pour concevoir le monde d'après. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Ça, je le cite, et je le cite encore quand il dit « Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux », a-t-il affirmé. Qu'en pensez-vous ?
Alors, bon, il y a deux choses là-dedans qu'il faut remarquer. Premièrement, c'est que c'est toujours son optique d'imposer le mondialisme. Donc, Pourtant, le monde de nouveau, ça va être, c'est le nouvel ordre mondial. Et deuxièmement, la phrase en question est une phrase qui a été prononcée après la libération par le Conseil national de la résistance, dans lequel ils annonçaient justement un monde nouveau, etc., etc. Donc il y a toujours des petits clins d'œil. Il y a toujours un petit clin d'œil pour rappeler ce jour-là. Voilà, j'ai le truc ici. C'est une phrase donc prononcée le 13 avril, qui est une référence au Conseil national de la résistance, qui, en associant toutes les forces politiques et sociales issues de la résistance, avait élaboré dès 1943 un programme de réforme pour rebâtir le pays dans l'après-guerre. Donc, je répète, ce qu'il y a de sous-jacent à tout ça, c'est le nouvel ordre mondial, tout simplement. quand bien Et même il utilise le vocabulaire de nation. oui, bien sûr, mais le problème, c'est que la nation, ça, c'est fait pour faire passer la sauce. En fait, il est dans la lignée de ce que j'ai rappelé notamment dans le premier entretien qu'on a fait à propos du coronavirus, la fameuse prophétie de Jacques Attali en 2009, dans laquelle il disait que seule une pandémie obligerait les peuples, les nations, à se soumettre au nouvel ordre mondial. Donc tout ça était déjà prévu, tout ça était déjà dans les cartons, et même bien avant Attali. Il n'y a rien de nouveau. On tourne toujours autour du messianisme juif qui part de son refus du message du Christ. Je répète tout le temps la même chose parce que c'est là le point de départ. Et si on ne comprend pas quel est le point de départ, on ne peut pas comprendre la suite. Retour aux sources. Oui, et sur un plan spirituel, c'est le refus de l'ange d'avoir servi Dieu. Tout à fait. Et le refus des Juifs, c'est le refus satanique, tout simplement. C'est pour ça que notre monde, qui est de plus en plus sous l'influence juive, devient un monde satanique. D'où toutes les histoires, toutes les perversions, Hollywood, etc., les Epstein, les Weinstein, comment il s'appelle l'autre violeur, Rosemary Baby, Oui, Polanski. Polanski, etc. Donc voilà, Et alors, ce sont les mêmes pensez... éléments qui font parler d'eux. C'est le même curieux. C'est toujours les mêmes éléments, oui. Que pensez-vous de cette citation de Monseigneur Athanasius Schneider, comme quoi le gouvernement utilise Covid-19 comme prétexte pour persécuter l'Église? Il se pourrait que nous... Oui, et il rejoint votre analyse. C'est très bien, j'ai vu la déclaration, elle est excellente. Il dit si le gouvernement refuse à l'Église les mêmes droits qu'il accorde à un magasin, alors c'est une discrimination de la C'est ce que je religion. disais tout à l'heure, Oui, justement, oui. je me référais à ce qu'il a dit. Et donc, vous pensez aussi que cette crise n'est pas une affaire de semaines, pas une affaire de mois, mais une affaire d'années, comme l'affirme le ministre de l'économie, Bruno Le Maire? Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une chose qu'il voudrait pérenniser. D'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, une citation du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit, je cite, « Il n'y a aucune garantie que les personnes ayant contracté le Covid-19 soient immunisées. Selon lui, je le cite encore, nous aurons affaire à ce virus pendant longtemps. » Bien sûr. Mais on habitue les gens. Tout est fait pour faire paniquer les populations, et pas simplement en France, pour leur faire courber les chines et accepter le nouvel ordre mondial comme étant la seule possibilité de soigner les plaies de l'humanité qu'ils ont eux-mêmes provoquées, fabriquées. Non, tout ça, le pire, c'est que tout ça, c'est cousu de fil blanc et beaucoup trop de gens ne le comprennent toujours pas. Pénible.
On passe à la prochaine question. Concernant la fameuse deuxième vague que tout le monde craint. Alors, pour éviter une deuxième vague, que l'on fait craindre à tout le monde, qu'on fait craindre, oui. Pour éviter cette deuxième vague de contamination à la sortie du confinement, le gouvernement planche sur une application mobile permettant de tracer les contacts des personnes dépistées positives au Covid-19 pour isoler ceux qu'elles auront rencontrés dans les jours précédents et donc potentiellement contaminés. Est-ce que vous croyez que cette mesure est efficace ou... Et cette mesure va permettre justement de tracer les individus. Donc il n'y aura plus de vie privée. Et alors en plus de ça, ils veulent tracer pour soi-disant dépister. Bon. Et pourquoi il n'y a toujours pas les tests nécessaires pour tester le maximum de la population française que le corps médical réclame à cœur à cri avec les masques? Toujours pas là. S'il n'y avait pas des régions de France ou des municipalités assez importantes en France qui ont elles-mêmes fait la démarche pour s'équiper, c'est pas l'État qui l'a fait. Et on paye des impôts pour quoi? D'ailleurs, il y a une société française qui suggère des bracelets au lieu des applications mobiles. C'est la même chose, mais ça serait selon eux un peu plus pratique. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un smartphone, etc. Mais l'idée là-dedans, c'est de marquer le bétail goy, quoi. Oui. Mais le bracelet, ben justement, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Les prisonniers qu'on met en liberté, est-ce que l'on ne met pas un bracelet justement pour pouvoir les tracer? Oui. Donc ça veut dire que les Français ne seront pas en liberté, ils seront tracés. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de vengeance avec ce que les Juifs ont subi pendant la Shoah? Ils étaient tatoués. Ah ben là, ils sont dans la vengeance et ils veulent nous tatouer. C'est intéressant. Mais de toute façon, tout dans le monde juif est une question de vengeance. Rappelez-vous les textes que j'ai cités au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, dans lequel rabbins et hommes politiques israéliens se réjouissaient de l'incendie en disant que c'était une vengeance de Yahvé. Tout est là. Il n'y a rien de nouveau. Oui, c'est le total inverse du message chrétien qui est dans le pardon. Le pardon. On n'y est pas. Hein. Non, mais la religion juive, justement, est une religion de haine. C'est ça qui la distingue de toutes les autres. Alors, pour en revenir à cette manière de vouloir marquer le bétail, Bill Gates a bien dit d'ailleurs, tant que nous n'aurons pas vacciné la totalité de la population, la situation ne pourra pas revenir à la normale. Donc, on est bien dans cette volonté de... Oui, c'est évident, mais c'est tout ça qui... Alors, Bill Gates dit les choses carrément brutalement. En France, on essaye de faire passer ça tout doucement pour pas éveiller l'attention. Mais c'est ça. Alors, il ne faut pas oublier que derrière la vaccination, il y a aussi, d'après ce que l'on sait, la volonté d'y introduire une puce. Là encore, tracer l'individu. Et puis, s'il ne répond pas aux critères de la société, il sera facile de l'évincer. Tout à fait, mais rappelez-vous l'évangile de Saint Jean sur l'Apocalypse. Oui, le signe de la bête. Non, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Et on retombe toujours sur le point de départ. Le problème vient de la création du monde et des forces obscures qui ont commencé à s'opposer à la création. Et je répète encore une fois, pas besoin d'être croyant pour comprendre cela. C'est une donnée de l'histoire universelle. Alors, Moshe Kantor, président de la Fondation du Forum mondial de l'Holocauste et du Congrès juif européen, a été reçu en audience privée par le pape François vendredi 14 février 2020
C'est ce qu'indique le Saint-Siège. Moshe Kantor a décerné au pape François le prix Golden Vision 2020 en signe d'appréciation pour son message de fraternité entre juifs et chrétiens, qui est un témoignage vivant d'amour et de confiance dans l'avenir de l'humanité, et son engagement implacable envers les jeunes générations et la promotion de solutions aux défis moraux et éthiques de notre temps. Que vous inspire cette citation et ce prix décerné par Moshe Kantor au pape? Eh bien, ça rejoint une chose que j'ai dit tout à l'heure, justement, sur la déchristianisation de l'Église, parce qu'elle s'est judaïsée. Et alors, il y a une chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui accompagnait cette citation, c'est que ce prix est remis chaque année à un juif et à un non-juif. Ma question, le prix qui a été remis au pape François, c'était à titre de juif ou de non-juif? On aimerait savoir qui est la deuxième personne, c'est pour ça. Ça pourrait nous indiquer. Non, mais enfin là je provoque. Hein, oui, non, mais bien sûr. Mais vous vous rendez compte, maintenant c'est le monde à l'envers, c'est les juifs qui décernent les bons points ou les mauvais points Exactement. Au pape. Et puis, catholique. Bon. Mais oui, ce sont les arbitres de la morale internationale maintenant. D'ailleurs, docteur, ils n'ont pas tardé à déclencher une virulente campagne de haine contre le professeur Luc Montagnier, le prix Nobel de médecine, après que ce dernier a révélé le caractère artificiel du coronavirus provenant du laboratoire de Yves Lévy à Wuhan. À votre avis, pour quelle raison? Justement, parce que dans la mesure où le professeur Montagnier, qui est tout de même une référence mondiale au point de vue scientifique, de même que le professeur Raoult, a pointé le doigt sur la responsabilité de ce laboratoire dirigé en sous-main par c'est Yves, hein, Yves Lévy. Oui. Yves Lévy, oui. Oui, par Yves Lévy, donc le mari de Buzyn. Alors, il est évident, ils se sont sentis touchés. Et Montagnier ne doit pas être de la communauté, c'est pour ça. Comment? Montagnier ne doit pas être de la communauté. Ah, certainement pas. Certainement pas. Mais en tout cas, c'est à vérifier. Même Raoult, à mon avis, quand est-ce qu'ils vont devenir furieusement antisémites, hein, parce que quand on voit ce qui leur arrive comme insulte et la façon dont ils se descendent tout de même, j'avoue que je compte les points, j'attends. C'est amusant. Alors, le 23 avril dernier, le Conseil de l'Ordre des médecins de France a publié un communiqué qui, sans le citer nommément, met gravement en cause le comportement du professeur Raoult. C'est selon l'Express. Donc, c'est sur la même ligne, quoi. Alors, je voudrais rappeler déjà que l'Ordre des médecins s'était déjà fait remarquer par son allégeance au pouvoir, et notamment vis-à-vis de Madame Buzyn, je retire Madame Agnès Buzyn, à propos des vaccinations. Et rappelez-vous que le professeur Joyeux avait été aussi condamné. Bon, ça a été levé par la suite. Je crois que c'était un tel scandale qu'ils l'ont levé. Mais à l'époque, donc il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, le professeur Joyeux avait été sanctionné, rayé de l'Ordre des médecins, parce qu'il s'était opposé aux vaccinations imposées par cette personne, Buzyn. Je dirais Buzyn parce qu'à mon avis, c'est Buzyn. Dans c'est écrit B-U-Z-I-Y, c'est pour éviter le E-I-N des Weinstein et Stein. Compris? Possible. Compris. Ça sera à voir. C'est la dictature scientifique. La dictature scientifique. Donc voilà, ces grands corps qui sont, disons, des gardiens d'une orthodoxie, l'orthodoxie médicale en l'occurrence, pour l'ordre des médecins, ce sont des caisses de résonance politique aujourd'hui. On leur dit, tu condamnes un tel, il condamne un tel parce qu'il n'a pas marché droit. Voilà. Alors, dans le même ordre d'idées, il y a un militaire qui, visage flouté et avec la voix modifiée,
Sans l'accord de sa hiérarchie, ce marin du Évidemment. porte-avions français, le Charles de Gaulle, a accepté de témoigner au micro de France 2. Et ce militaire fait partie des 1080 marins, oui, ils étaient 1081, je crois, marins de l'équipage testés positifs au Covid-19. Et il a décidé de briser le silence pour justement critiquer les décisions prises par l'armée. Donc il se passe de la même chose dans l'armée que ce qui se passe au niveau scientifique et médical. Tout à fait. Et tout Et à fait pour les mêmes raisons, c'est la soumission de la hiérarchie militaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'affaire du porte-avions? Il y a que lors d'une escale à Brest, le début de l'épidémie avait été décelé à bord du porte-avions. Et le commandant du porte-avions, je ne connais pas son nom, avait alerté le ministère de la Défense, c'est-à-dire Madame Parly, en disant, écoutez, je souhaite que l'on interrompe la mission. Je pense qu'il devait aller au Moyen-Orient pour soutenir les Américains dans leur destruction vis-à-vis de la Syrie en aidant les terroristes de la région, Daesh et compagnie. Et Madame Parly a refusé en disant non, vous continuez. Alors il y a une chose qui est très intéressante, qui justement, une fois de plus, révèle la lâcheté, la reptation de nos chefs militaires. Le chef d'état-major actuel, qui a pris la relève du général Pierre de Villiers, le général Lecointre, a été interviewé, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne, mais en tout cas je l'ai vu. Et on lui a posé la question, que pensez-vous de cette histoire? Pourquoi est-ce que finalement le porte-avions a dû continuer sa mission? Et il a tourné ça de telle façon, d'ailleurs c'était du grand art, j'avoue, je tire mon chapeau, façon de parler, du grand art pour vraiment esquiver la question et gommer toute responsabilité vis-à-vis du ministère des Armées, Madame Parly. Bon, je suppose qu'il aura prochainement une nouvelle promotion, je ne sais pas laquelle, mais voilà ce qu'est notre état-major de l'armée, le petit doigt sur la couture du pantalon, vis-à-vis de l'État, les yeux rivés sur leur avancement. Point. Et aussi, cette histoire de porte-avions montre bien un petit peu les mensonges qu'il y a eu autour des chiffres. Parce que sur les 1000 marins, je crois que la majorité a été contaminée, mais aucun n'est mort. Ils ont tous été... Voilà, ils ont eu une petite Alors, grippe. c'est intéressant de savoir comment ils ont été soignés à l'hôpital militaire de Toulon. Oui. Ça, je ne le sais pas, et à mon avis, on ne le dira pas. Il n'y a rien là-dessus. J'ai bien cherché, mais Oui, il y a absolument rien. Là-dessus. Donc, c'est silence radio là-dessus. D'abord, l'histoire du porte-avions, on évacue le problème. Ben, ça, effectivement, c'est une faute très grave de la part de la ministre. Madame Parly, je répète le nom, retenez bien. Il y a des gens qu'il faudra juger. Alors, on va continuer avec la prochaine question. Ça concerne François-Xavier Bellamy, pour qui vous aviez appelé à voter, faute de mieux, aux européennes, qui a mis les pieds dans le plat dans l'Express du 22 avril dernier. Alors, je cite, il a dit « Nous consacrons 56% de notre PIB à la dépense publique, et pourtant, nous n'avons pas de quoi donner des masques à nos infirmières. Où est passé l'État? Il n'a pas disparu. Il s'est dispersé dans un millefeuille administratif qui a paralysé les décideurs et les acteurs de terrain, dans l'empilement de dispositifs sociaux compliqués qui, sans réussir à sortir les plus modestes de la précarité, ont réduit notre capacité à agir et produire. L'État est aujourd'hui partout, dans les plus petits détails de notre vie, mais il est absent de ses missions régaliennes. Cela a dû vous faire plaisir et conforte votre décision aux européennes. Un commentaire concernant ce qu'a dit M. Bellamy? Il a raison. Alors, je ferai tout de même une petite réserve. Bon, son histoire de millefeuille administratif, c'est vrai. Mais surtout, j'aurais préféré qu'ils le disent aussi. Surtout, c'est la volonté au sommet de l'État.
Parce que quand même, si l'administratif ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté populaire au sommet. Je ne même pas oublier ça. Il a été prudent. La question suivante concerne François Asselineau, dont vous avez toujours dénoncé le faux visage. Il fait face à une fronde interne d'une quarantaine de cadres du mouvement. Ils affirment dans une lettre rendue publique par Le Figaro que des faits d'une exceptionnelle gravité ont été portés à la connaissance des membres du Bureau national. Nous avons connaissance de documents et de témoignages indiquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes de votre part à l'égard de collaborateurs de l'UPR, et ce, dans le cadre professionnel, affirme-t-il. Quel est votre commentaire sur l'homosexualité plus que probable de François Asselineau? Ça démontre un nouveau visage de ce personnage, un double visage, que j'ai dénoncé depuis des années. Je pense que j'ai été vraiment le tout premier à mettre en garde devant cet individu. Alors quand je vois dans le milieu combien il se pâmait devant lui parce qu'il faisait toute sa campagne sur la sortie de l'Union européenne, c'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. Et alors surtout, et rappelez-vous quelle était ma critique du début, qui n'a pas varié, puisque les choses n'ont pas varié de son côté, c'est qu'il prétend sortir de la construction européenne, mais en se référant au principe de la Révolution, en se référant à Clémenceau, responsable de la Première Guerre mondiale et de l'hécatombe de la jeunesse française, et en se référant à De Gaulle, auteur de 2 guerres civiles en France. Merci comme référence. Alors, il prend comme référence, disons, les responsables de la construction européenne, idéologiquement. Parce que la construction européenne, c'est l'élément intermédiaire avant la République universelle qui était annoncée dès la Révolution dite française. Rappelez-vous, tout ça s'enchaîne, il y a une logique. Alors, ou bien ce monsieur Asselineau est un analphabet en politique, et il comprend pas, il ne sait pas ce qu'il dit, il parle sans savoir, ou bien c'est un tordu. Alors, la petite touche supplémentaire de son homosexualité, on attend qu'il fasse son outing, comme on dit. Pour moi, les choses seront claires. Vous savez, Oui, vas-y. Vas-y, Manuel. J'allais juste dire, docteur, que François Asselineau, il a démenti, il a dit, je cite, il s'agit d'un complot et donc d'une tentative de déstabilisation. Il décrit les cadres qu'il accuse d'une relative jeunesse. Ils sont, pour la grande majorité d'entre eux, dépourvus de tout mandat électif. Donc pour lui, c'est faux dont il est accusé, que il dit en plus que c'est une accusation qui viole la loi et les statuts du mouvement à un grand nombre de reprises. Et ne pensez-vous pas qu'il aurait pu être piégé? Alors, sa référence justement au statut, là, j'avoue que ça m'a étonné. Le problème, si c'est faux, mais qu'il fasse un procès à ces gens-là. Évidemment. Alors, je n'ai pas entendu parler, donc il a démenti effectivement. Mais ce qui m'a étonné justement, c'est qu'il fasse allusion au statut. C'est très court, je trouve, comme réponse. Et surtout, il n'a pas dit qu'il allait engager une procédure pénale. Donc, ou même exclure ces gens du parti, alors dans ce cas. Il n'y a rien. Exclure comme ça, pour qu'il y ait exclusion, il faut qu'il y ait un vote quand même. Et peut-être que justement, il n'est pas sûr d'avoir le vote. Non, moi j'ai tendance à croire la chose. Déjà, vous savez, quand on considère que quelqu'un est tordu, quand on découvre qu'il y a un autre volet tout aussi tordu, on a tendance à croire que le deuxième volet est aussi vrai que le premier et que les premiers. Donc, suite au prochain numéro, on verra. Alors, qui est le grand vainqueur de Verdun selon TV Liberté, pensez-vous Qui est le grand vainqueur de Verdun? Pensez-vous qu'à l'instar de TV Liberté, que Nivelle ait été plus méritant que Pétain? Alors, c'est très bien de me poser cette question parce qu'il y a longtemps que j'avais envie de reparler de TV Liberté.
Avez-vous vu le logo de TV Liberté? Oui, c'est un triangle rouge. Oui, Hein, oui. avec 3 cercles qui s'entrecroisent. Donc, ça fait 3 cercles en triangle, plus le triangle, plus au niveau des entrecroisements, des points de triangle supplémentaires. Donc, c'est la signature de la signature de la signature. On va encore dire que vous êtes complotiste, voyons. Et non, je suis observateur, c'est tout. Je suis observateur. Bah, Ouais, mais écoutez, ce qu'on n'a pas. je viens de dire quel était le logo de TV Liberté, vous avez tout de suite compris parce que vous l'aviez vu comme moi. Et visiblement, vous avez interprété comme moi. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas ce genre de symbolique déjà au niveau des cathédrales ou dans des Alors oui, édifices bon, religieux? je vais finir de répondre à cette question-là à propos de TV Liberté. Donc, quel est le but de TV Liberté en retirant le mérite du maréchal Pétain d'avoir été le vainqueur de Verdun? Ben, c'est un clin d'œil au système, au pouvoir. C'est pour qu'on ne parle plus de Pétain, que Pétain ne soit pas le héros de la Première Guerre mondiale qu'il a été, etc., etc. Donc voilà, ce soi-disant truc qui s'appelle TV Liberté, qui est soi-disant un truc qui conteste la politique, etc., c'est un allié, c'est un sous-marin dans nos milieux. Il n'y a pas d'autre terme. Et là, il y a une chose qui me revient, tiens, chemin faisant en parlant avec vous, j'ai un interlocuteur, il y a peut-être un an environ, qui m'a dit, bon, il m'avait découvert sur Internet, il avait trouvé, gentil de sa part, il avait trouvé que mes interventions, conférences ou autres, étaient intéressantes. Et il avait téléphoné à TV Liberté et avait parlé avec Martial Bild, qui est le grand organisateur des conférences. Et lui dit, mais écoutez, il serait très intéressant que vous puissiez inviter M. Ploncard-Dassac. Réponse de Martial Bild, Ploncard-Dassac connaît pas. Alors, c'est un fief et menteur. On s'est connus quand il était, comme moi, au Front National. Et en plus de ça, j'avais été invité, il doit y avoir 7-8 ans facilement, par un garçon charmant mais très branché sur les problèmes religieux qui s'appelle Wurmeling. Et ça avait été organisé dans le bistrot que tenait à l'époque Marcel Bild, qui n'avait pas d'autre capacité pour émerger dans la vie. Donc il s'est fait récupérer par les fondateurs de TV Liberté, qui sont des gens issus de la nouvelle droite. Donc ceci explique cela. Ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Et pour la symbolique, le triangle, non? Bon, on revient un peu dessus. La symbolique, je crois que j'en ai dit assez, non? Ouais, mais bon, est-ce qu'un triangle dans un cercle, on ne voit pas ça dans les édifices religieux? Non. Non, ce que l'on voit, et on le voit à partir du XVIIIe siècle, ça, je crois que j'en ai déjà parlé avec vous d'ailleurs, Oui. on voit un œil dans un triangle, notamment sur certains vitraux. Et ce sont quasiment toujours dans des églises baroques, donc XVIIIe siècle. Avant, je n'ai pas connaissance de symboles pareils. Alors, il est évident que dans les cathédrales, vous avez des symboles qui font allusion au diable, des personnages d'eux, etc., etc. Mais ils sont là pour appeler justement la présence du mal, tout simplement. C'est d'un autre ordre, donc il ne faut pas tout mélanger. Mais l'apparition d'un symbole qui peut passer pour maçonnique commence au XVIIIe siècle avec cet œil dans le triangle. Et c'est un triangle équilatéral. D'ailleurs, il faut bien laisser les gens chercher par eux-mêmes. On ne va pas non plus servir tout dans un plateau aux gens. Qu'est-ce que c'est que la symbolique? Qu'est-ce que ce symbole-là signifie? Mais mon cher Manuel, vous êtes gentil, ce serait l'idéal, ça, si les gens étaient capables de chercher par eux-mêmes. Quand je vois que même ce que nous disons, et pourtant Dieu sait si, en ce qui me concerne, et vous aussi, vous êtes clair, et dans les questions, dans vos réponses, etc., et moi aussi, on est clair, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche, on est beaucoup trop clair. Eh bien, malgré ça, il y a des gens
de nos milieux qui ne comprennent pas. Il faut leur répéter, leur mettre le doigt. D'ailleurs, mettre le doigt justement sur le problème, mais c'est ce qu'on m'a reproché depuis que j'ai commencé à canonner en 2001. C'est que je donnais les noms. Parce que je savais très bien que si je dénonçais simplement les propositions sans mettre le nom des auteurs, les gens ne comprendraient pas. Donc si on veut faire le ménage dans nos milieux, il faut donner les noms. Et apparemment, c'est ce que Jérôme Bourbon a compris, heureusement. Il faut faire le ménage dans nos milieux. Parce que sans faire le ménage dans nos milieux, nous sommes trahis de l'intérieur et on ne peut pas se battre contre l'ennemi. Et vous savez très bien, rappelez-vous, ma dernière conférence à Paris avant le confinement, sur quel était le titre déjà, l'erreur de Vichy ou un truc comme ça. L'erreur de Vichy, ça a été que, ayant de très bons principes de départ, ils n'ont pas eu la volonté politique, peut-être parce que trop entremêlés de gens qui venaient de la Troisième République, dont Laval, dont Chotan, etc. Et puis des gens, des mous, des bien-pensants qui n'osaient pas aller trop loin, etc., etc. Ils n'ont pas eu la dureté nécessaire pour affronter les crimes de la résistance. Et ça, je leur reproche. Pas du tout un admirateur de la Révolution nationale, pour cette raison. Oui, alors puis ce ménage permettrait d'éviter à ces personnes de nos milieux de faire l'apologie d'un Éric Zemmour, par exemple. Exactement, bravo. Bravo. Tout dernièrement, Éric Zemmour a demandé qu'en contrepartie de l'annulation de la dette, les pays africains et maghrébins s'engagent à reprendre leurs mineurs isolés, leurs clandestins, leurs déboutés du droit d'asile et à maîtriser leur natalité. Il a appelé aussi à la suppression du droit du sol et des regroupements familiaux. Bon. On serait tout à fait d'accord avec ce... Oui, mais avec un complément. Je voudrais qu'Israël reprenne ses Juifs de France. Oui, ben, c'est une logique, c'est sûr. Pour la Buzine et compagnie, et les Salomon, et les Lévi. Oh, mais ça ne marche que dans un sens. Toute la filière juive de la santé en France. Ouais. Je suis assez clair, non? Plutôt, oui. Attends, on va aborder un autre personnage. Le trop connu Didier Lallemand, le préfet de police de Paris. Ah oui, on l'a oublié celui-là, excuse-moi, c'est vrai. Oui, sur France Info du 27 avril dernier, il a demandé la suspension des 2 policiers mis en cause pour des propos racistes proférés lors d'une interpellation samedi 25 avril au soir. J'ai vu la vidéo. Ils avaient traité de bico le suspect. Est-ce que vous avez suivi cette affaire et vous avez un avis là-dessus? J'ai vu. Bon, alors moi je suis pas d'accord. Bon, je comprends que des policiers puissent en avoir marre d'être constamment confrontés à ces racailles des quartiers, mais c'est prêter le flanc. C'est pas comme ça qu'il faut agir, parce qu'ils ne comprennent pas que cette racaille des quartiers qui est violente. Rappelez-vous, dernièrement, il y a une policière qui a reçu une brique sur le crâne parce qu'elle était là pour soi-disant faire respecter le confinement dans les quartiers en question. Mais c'est pas au bico, comme ils ont dit, ces malheureux policiers, qu'ils remontent à la cause de leurs problèmes. Qui nous impose cette immigration? Sinon le pouvoir. Qui a commencé ce genre de politique d'invasion qui découle déjà de la décolonisation de De Gaulle? Oh, vous savez pas ce que... Pas à la cause, on ne peut pas comprendre, donc ils se trompent de cible. Ils s'attaquent, disons... à l'aspect visuel. À l'aspect visuel, c'est sentimental, ce n'est pas réfléchi. Si on veut régler un problème, il faut remonter à la cause. Ils ne remontent pas à la cause, parce que la cause qu'il faut éliminer, c'est au niveau de l'État, au sommet de l'État. Alors, dans cette volonté de remonter à la cause, j'en ai entendu dernièrement, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il tient une petite chaîne YouTube qui s'appelle Nous voulons vivre. Et il explique qu'il ne faut pas s'attaquer à De Gaulle parce qu'il fait partie des
père de la nation, en quelque sorte, et que ce serait trop gauchiste de s'attaquer à De Gaulle. Parce que dans l'esprit de la population française, c'est quand même un grand homme, voilà, un paternel, une image paternelle pour les Français. Paternel qui a passé son temps, comme il l'a dit lui-même, rappelez-vous dans mon livre Charles de Gaulle de la légende à la réalité, il y a De Gaulle qui confie un jour, je crois que c'est à Pompidou qui le dit, savez-vous Pompidou que j'ai passé ma vie à tirer sur les Français. Alors c'est ça le père de la nation? Non, ça a été le plus grand déviseur des Français, comme on l'a dit déjà, certains l'ont dit depuis longtemps, je ne sais pas qui l'ait inventé. Cet homme est un criminel. C'est un des plus grands criminels de l'histoire de France. Et là, il serait temps que les Français le comprennent. Alors ce n'est pas parce que la population française a une certaine perception qu'on lui a inculquée qu'il faut continuer à répéter indéfiniment le mensonge historique. Oui, tout à fait, absolument. Il y a un mot très intéressant de... Comment il s'appelle celui qui a écrit à propos de la Constitution universelle? Bon, ça ne me revient pas. C'est dans mon livre d'ailleurs sur De Gaulle, je le cite justement, que c'est une erreur de répéter les mensonges sous prétexte que personne ne voudra revenir dessus. Ben, si, il faut revenir dessus. Si c'est un mensonge, le devoir de vérité, qui est une charité, est de rappeler quelle est la vérité. Il faut réécrire l'histoire à l'endroit. Il faut réécrire l'histoire à l'endroit. Ben, vous savez très bien que c'est l'œuvre à laquelle je me suis voué depuis 2001. Regardez tous les livres que j'écris au fur et à mesure, c'est pour sujet par sujet les cerner et expliquer quelle est, sur base de tous les documents historiques que je donne, quelle est la véritable vérité historique. Bon, très bien. Bah, écoutez, Monsieur Ploncard, nous avons terminé notre entretien. Je crois que vous avez oublié quelque chose à propos de traitement. Traitement, chloroquine? Oui. Alors, Vous n'avez pas entendu parler de ce nouveau traitement? Ah, attendez, oui, il est possible que j'ai loupé une question. Ah, attends. Alors, attendez, je vais vous la retrouver dans quelques instants. Sinon, je le dis, parce que là, vraiment, j'ai trouvé ça tellement énorme, tellement beau. Pas la louper, quand même. Attendez, je l'ai. Tiens, je couperai l'espace. Ah oui, vous l'avez rajouté vers la fin, c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dû le passer. Voilà. Les tests d'un nouveau médicament, le tocilizumab, contre le coronavirus seraient extrêmement encourageants, selon le professeur Steg, chargé de la recherche en tant que médecin. Que pensez-vous de cette annonce et est-elle fiable? Alors, je voudrais bien savoir d'où sort ce mot de tocilizumab. Zumab, ouais. Ça fait un peu Oui, africain. c'est français quand même. Bon, bref. Alors, premièrement, qui a annoncé la chose? Steg, déjà, ça sent mauvais. Oui, d'accord, mais ça a été relayé par Martin Hirsch, Ça sent encore plus mauvais. directeur général de l'APHP, c'est-à-dire Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui a tenu à communiquer sur l'essai de ce médicament proposé par le professeur Gabriel Steg. Qui est le professeur Steg? Alors, Wikipédia signale que Philippe Gabriel Steg est né le 16 février 1959 à Paris dans une famille juive orthodoxe. Comme c'est curieux. Alors, c'est un cardiologue, professeur des universités, Université Paris Diderot, et praticien hospitalier à l'hôpital du. Il est membre de la Légion d'honneur, bien sûr. Donc, encore un qui fait partie de ce que j'appelle la filière juive du système de santé français. Alors, c'est pas tout. Donc, médicament, je veux bien, si le médicament
est valable et peut sauver des vies, je suis toujours pour. En tant que médecin, c'est normal. Mais à quel prix? Bon, alors, à quel prix? Voilà, vous connaissez le prix? Vous avez vu le prix? Je crois que ça me dit quelque chose, j'ai entendu parler de 800 euros, hein, quelque chose comme ça. 900 euros. Ah, 900, oui. 900 euros. Et alors, avec une petite réserve, normalement, c'est une seule injection. Mais peut-être qu'il en faudra 2. Bon. Peut-être 4. Alors, argumentation donnée pour faire passer la pilule. Voilà la dialectique. Le coût d'une journée de réanimation, sachant qu'un patient reste en moyenne 15 jours à 3 semaines, c'est 9 000 euros. Donc, vous voyez, je cite, hein, vous voyez le rapport entre le coût du médicament. C'est vraiment bon marché, et bargain, comme diraient les Britanniques. Entre le coût du médicament et le bénéfice qu'on attend. Petit détail en passant, bénéfice pour le professeur Steig. Bon. Alors, on nous a farci les oreilles du manque de sérieux des travaux du professeur Raoult qui ne se serait pas basé sur suffisamment de patients pour faire le test. Sur combien de patients est-ce que ce médicament à 900 euros a été testé? On ne nous dit pas. On nous dit, voilà, un nouveau médicament, paf, par ici la monnaie, 900 euros. Il va être testé peut-être maintenant. Comment? Il va être testé peut-être maintenant. Ils vont le vendre à ce prix-là. Oui, on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors, ils nous disent, oui, mais vous vous rendez compte, ça fait une fameuse économie entre les 9 000 euros des 15 à 3 jours des 15 à 3 semaines d'hospitalisation à 9 000 euros contre 900 euros. C'est vraiment une très bonne affaire. Bon, mais le problème, qui va payer le médicament? C'est l'État ou c'est le patient? Donc voilà, je trouvais que ça valait la peine tout de même de souligner la chose. Et puis, mais vous vous rendez compte quand même, quand on voit un pauvre professeur Raoult vous proposer un traitement qui ne coûte que 12 euros par rapport à 900 euros, il est évident que le traitement à 900 euros doit être certainement beaucoup plus efficace. Je peux vous apporter une petite information là, sur laquelle je viens de tomber. Ce traitement, le tocilizumab, est fabriqué par Hoffmann Roche, qui est impliqué dans le financement de la campagne de Macron, qui est aux mains de gros fonds d'investissement, dont BlackRock, UBS, etc. Et donc, c'est peut-être l'occasion de rappeler que les liens de Macron avec Big Pharma. Tout à fait. Notamment Macron, qui est l'intime de Serge Weinberg, le président du géant de la pharmacie Sanofi. Tout à fait. Et lorsque Macron était chez Rothschild, il a pris soin des intérêts du laboratoire pharmaceutique américain Pfizer au détriment de Danone. Bravo, Diane. Danone, de toute manière. Alors, d'ailleurs, pouvez-vous m'envoyer ça? Oui, alors c'est sur dans le prochain numéro de la politique. C'est sur Mediapart. On trouve ça, je vous envoie le lien. Oui, je crois que je l'avais vu passer, mais je ne crois pas qu'on l'ait mis de côté. Donc, voilà. Et ils mettent bien le lien en lobbying avec l'Assemblée nationale et l'Union européenne sont pleinement assumés. Ils ont d'ailleurs fait l'objet de... Non, mais je vous dis, de tous les noms que j'ai cités jusqu'à Macron, je suis navré, c'est la filière juive. Il y a quelqu'un qui l'a dit d'une autre façon, c'est la liste Schindler. C'est vraiment bien trouvé. Et ça va coûter cher à Soral d'ailleurs, apparemment, cette vérité. Donc voilà, nous sommes en pleine dictature, téléguidée par les gens que nous avons cités, que j'ai cités. Voilà. Alors, qu'il serait peut-être temps que les Français comprennent par qui ils sont gouvernés. Et mis en cage. Bon, nous avons fait le tour, je crois. Merci, M. Ploncard-Dassac. Eh bien, merci. Merci. Ce sont des questions vraiment très, très, très appropriées. Donc, on a été tout de même obligé, une fois de plus, de revenir sur le problème du coronavirus parce que c'est le problème d'aujourd'hui. Problème d'aujourd'hui parce que ça conditionne la liberté des Français. Et c'est ça qui est en jeu.
Il serait temps, encore une fois, que les Français comprennent pourquoi on les met en cage. Donc, merci à vous deux, et puis à tous ceux qui verront cet entretien, je leur demande, s'ils sont d'accord, de diffuser au maximum autour d'eux. Il faut que de plus en plus de Français comprennent ce qui leur arrive et pourquoi ça leur arrive. Voilà, merci. Et à la puis, Merci à vous, à docteur. la prochaine. Merci, bonne À la soirée. prochaine fois. Bonne soirée. Également. Bon, du coup, je pense qu'on a, enfin, je couperai à ce moment-là, mais on n'a rien oublié de particulier, non? Rien vous- Je pense que à première vue, attendez, je regarde mes petites notes. Ah si, j'ai repéré une chose intéressante à propos justement du traitement du coronavirus par l'hydrochloroquine. Ce sont des résultats qui ont été donnés par des chefs de service de maladies infectieuses d'un hôpital de Blida et un autre à Alger. Alors Blida en Algérie, c'était un centre de l'épidémie, qui disent que justement le traitement qu'ils ont utilisé, donc le protocole à base d'hydroxychloroquine, a donné un résultat positif quasi total. 90%. Ça change. 90%. Ça change. Alors, petite remarque en passant. Il faut rappeler que je dis il n'y a pas tellement longtemps que parmi les pays du Maghreb, l'Algérie était certainement le pays le plus antisémite, notamment par rapport au Maroc. Or, quand à mesure où j'utilise le traitement du professeur Raoult, alors que l'on sait qu'il a épousé une juive et que ses enfants sont dans une école juive, je ne pense pas que les milieux algériens soient tentés, à moins que vraiment son traitement soit réellement efficace, soient tentés de le faire la pub. Voilà ce que je tenais même à souligner. Ils ont bien compris leurs intérêts, oui, de soigner leur population. Eux. Donc, pour terminer sur cette information, depuis le 24 mars, il y a eu 3470 malades qui ont été soignés du coronavirus avec la chloroquine. C'est ce que le professeur Les Réal, directeur général de l'Institut national de la santé publique d'Algérie, a déclaré. Voilà. Petite chose tout de même qu'il valait la peine de souligner pour contredire justement toutes les fausses, soi-disant, études, notamment l'étude américaine dont on a parlé tout à l'heure, qui n'a été effectuée que sur des patients déjà très sérieusement atteints. Donc là, et c'est le professeur Raoult lui-même qui le disait dès le début, c'est pas la peine de soigner ces gens-là, ça sert à rien, c'est trop tard. C'est au début qu'il faut prendre les choses. Voilà, chers amis. Très bien, eh ben, on a fait le tour de notre sujet jusqu'au bout. Je crois qu'on a vidé notre cartouchière pour le moment. Effectivement. Bon, le temps de se Allez, réarmer. oui. À la prochaine. Bonne soirée à vous et tout de même, prenez garde à vous. Entendu. Bonne soirée, docteur. Bonne soirée, Diane. Au revoir, À vous c'est aussi. Manu. Au revoir.